Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur l'excellent La guerre des Rohirrim, réalisé par Kenji Kamiyama, le nouvel opus consacré à l'adaptation cinématographique des écrits là, de Tolkien et de sa Terre du Milieu, hein. Saga culte, hein, initiée en son temps par Peter Jackson avec la masterclass que aujourd'hui représente son adaptation là, de la trilogie là, du Seigneur des Anneaux, hein, notamment dans sa version longue, hein, qui est un véritable chef-d'œuvre, hein. Ça fait partie de mes films préférés, des films que j'ai revus le plus, hein, et que je ne me lasse pas de revoir. Franchement, cette saga-là du Seigneur des Anneaux au cinéma façon Peter Jackson, c'est un régal, hein. Alors bien évidemment, il y avait quelques petits détails comme toutes les scènes de combat, notamment là, de Legolas, qui me prenaient bien la tête, mais globalement, voilà, moi je surkiffe cette trilogie à tous les niveaux, hein, que ce soit la musique, la photographie, même les parties pris là, de Peter Jackson. Globalement, adapter, c'est faire des choix et les quelques concessions qu'il a dû faire pour tenir son récit en trois petits chefs-d'œuvre. Bah, franchement, c'est chapeau bas, hein. Alors, j'aurais aimé, bien évidemment, comme pas mal de fans, que Tom Bombadil soit présent dans cette trilogie, mais il y a tellement d'autres choses qui nous ont été proposées, qui étaient excellentes que voilà. Donc globalement, cette trilogie des Seigneur des Anneaux, surtout version longue, c'était une véritable masterclass. En ce qui concerne la trilogie sur le Hobbit, là, d'un point de vue narratif, malheureusement, on n'est pas dans les mêmes eaux, hein. Mais au moins, voilà, cette trilogie avait le mérite de nous replonger une nouvelle fois dans l'univers graphique là, de la Terre du Milieu, de nous permettre une nouvelle fois là, de fouler ces terres en cas du regard, d'étoffer un peu plus tout ce background là de ce monde, en tout cas que moi je surkiffe, hein. Donc voilà, d'un point de vue narratif, c'était pas une bonne adaptation de Bilbo le Hobbit. Il y avait certains partis pris là de Peter Jackson, qui pour le coup étaient particulièrement irritants, hein, notamment toutes ces scènes d'action là qu'il a rajoutées, qui étaient quand même complètement what the fuck. Malheureusement, les versions longues n'ont pas permis de corriger le tir. Donc voilà, ça fait partie, voilà, c'est un petit peu un plaisir coupable pour moi, cette trilogie du Hobbit, euh, voilà, que j'apprécie malgré tout, mais pour laquelle j'ai voilà, pas mal de réserves sur pas mal de petites choses. Donc ce film, La guerre de Rohirrim, il se déroule véritablement dans la continuité là, de ces 6 films, hein, donc réalisés par Peter Jackson. On est dans le même univers, en tout cas, voilà, le même univers en fait, cinématographique du Seigneur des Anneaux, hein. C'est la même chronologie. Contrairement aux Anneaux du Pouvoir, donc la série Prime Video, qui pour l'instant comporte 2 saisons et qui relate des événements se déroulant au Second Âge, hein. Alors, effectivement, ce qui peut être troublant, c'est que entre la saga cinématographique et la série Amazon Prime, il y a, on va dire, il y a des similitudes d'un point de vue reconstitution là, de l'univers, hein. Ça vient du fait que sur les 2 projets, hein, John Ho a été concept artiste et du coup, on retrouve voilà, ce même type de visuel, de bâtiments, de costumes, et même au niveau des monstres, hein, la caractérisation des monstres, on retrouve des similitudes. Mais en tout cas, voilà. En ce qui concerne la série Amazon Prime, c'est une nouvelle transposition de l'univers de Tolkien sur petit écran. Et, et en ce qui concerne les films de New Line, la Warner, dont La guerre des Rohirrim fait partie, on est voilà, dans une même chronologie. Et alors, cette guerre des Rohirrim, elle ne sort pas de nulle part, hein. Elle est voilà, l'adaptation là, d'écrits que l'on retrouvait dans Le Seigneur des Anneaux et particulièrement dans le dernier volet de la trilogie, hein, dans Le Retour du Roi. Il faut savoir que dans ce dernier livre, il y avait toute une partie qui était consacrée à ce qu'on appelle des appendices, hein.
En tout cas, dans le livre que j'ai, c'est 150 pages. C'est un mini Silmarillion, où on apprenait énormément de choses sur l'histoire de la Terre du Milieu, notamment sur le Second Âge, hein. Et puis également sur toutes les lignées là, des peuples humains, des peuples elfiques et autres. Il y avait des arbres généalogiques. Donc voilà, un véritable Silmarillion, un mini Silmarillion hyper intéressant. D'ailleurs, Prime Video, ils ont acheté les droits d'adaptation de ces appendices pour leur univers de la Terre du Milieu, mais sur petit écran, sur Prime Video. Et en ce qui concerne tout ce qui est adaptation cinématographique de la trilogie de Tolkien et également des appendices, mais en cas version ciné, c'est New Line et la Warner qui ont les droits. Et je pense que d'ailleurs la Warner, vu le succès des Anneaux de Pouvoir, ils se sont dit, on va creuser nous aussi un peu plus dans ces appendices. Il doit y avoir des choses pas mal à adapter. Et notamment, ils sont allés voir dans ces chroniques là, des rois là, du Rohan, hein. Et effectivement, quand on parcourt les appendices, on se rend compte qu'il y a deux rois du Rohan qui sont, dont l'histoire est particulièrement, on va dire, décrite, hein. C'est celle, bien sûr, des Orcs, là, le premier de la lignée, et celle de Helm, hein. Et dans ces appendices, l'histoire de Helm, c'est à peu près 4-5 pages. Et donc, l'histoire là, de cette guerre des Rohirrim, c'est véritablement l'adaptation là, des derniers jours là, du règne là, de ce roi mythique, hein, qui, pour le coup, aura donné le nom au célèbre gouffre, hein. Le gouffre de Helm, que l'on retrouve dans les deux tours, dans le film de Peter Jackson. Donc franchement, ça c'est très très cool. Et si effectivement, on m'avait demandé dans ces appendices quelle était éventuellement l'histoire qui pouvait avoir un quelconque intérêt pour une adaptation ciné, en tout cas, en ce qui concerne les Rois du Rohan, c'est sans doute celle de M que j'aurais retenue, hein. Donc c'est ce qui a été fait, hein, par la Warner, hein. Ils ont donné le feu vert à ce projet, qui avait le mérite, de pouvoir nous replonger dans l'univers de la Terre du Milieu, mais en plus de rester quand même, on va dire, ancré avec les événements des deux trilogies précédentes, puisque les événements de la guerre des Rohirrim se passent 182 ans ou 183 ans avant le début de ce qu'on peut considérer comme les événements là, de la guerre de l'anneau, hein, et qui commence véritablement avec Bilbo et son départ de la comté. Et et ça doit faire à peu près dans les 270 ans ou un peu plus avec le Seigneur des Anneaux. Mais voilà, donc ça se déroule donc à peu près 180 ans avant les événements là, de Bilbo le Hobbit. Et voilà, dans ce film, on va suivre effectivement ce roi Helm, hein, qui va être confronté à une menace là, de Dunlendings. Alors, je vais vous donner le synopsis là, de ce film, hein. Donc, ce film, il se concentre donc sur la vie là, de Helm Main-Marteau, hein, l'un des rois légendaires du Rohan, et sur les événements qui mènent à la création du célèbre gouffre de Helm. Donc, l'histoire se déroule environ 250 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux. Alors ça, je ne vais pas vérifier, mais en tout cas, précisément 182 ans avant les événements là, de Bilbo le Hobbit. Donc Helm Main-Marteau doit défendre son royaume contre une menace extérieure majeure, hein, les Dunlendings, un peuple rival du Rohan qui s'allie à d'autres forces malveillantes pour envahir la région. Ses ennemis menés par Wulf, un chef avide de vengeance, cherchent à s'approprier les terres des Rohirrim. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas faire mystère, hein, je l'ai dit, hein, j'ai ultra kiffé. J'avais pas mal de réticences sur ce film, hein. Des réticences que j'avais exprimées dans ma vidéo de présentation du guide visuel officiel. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à vous jeter dessus. C'est une véritable petite dinguerie. Et donc, j'avais fait cette vidéo avant de voir le film. Et effectivement, j'indiquais que j'étais un petit peu réticent par rapport à ce projet, parce que j'avais un petit peur qu'on retombe dans l'esprit là, de Disney, et que voilà, encore un projet qui
qui est incapable, voilà, de s'émanciper de son matériau originel. Et plutôt que de raconter une véritable histoire distincte du Seigneur des Anneaux, ils font encore que ce soit un projet qui de près ou de loin, soit quand même rattaché à l'œuvre phare de Tolkien, alors qu'il y avait plein d'autres récits qui auraient mérité une adaptation, hein, comme La chute de Gondolin, Les enfants de Húrin, voilà, Beren et Lúthien. Enfin, voilà, il y avait pas mal de choses qui auraient, pour moi, comporté plus d'intérêt que cette guerre des rois Érim. Mais après, voilà, je pense aussi que c'est une problématique de droit qu'a la Warner. Hein, et, et effectivement, comme Prime Video, ils sont contraints ils ne peuvent exploiter que les récits pour lesquels ils ont des droits. Et eux, je crois que c'est essentiellement voilà, tout ce qui concerne les livres du Seigneur des Anneaux, y compris les impanismes, mais pas le reste. Mais avec le recul, voilà, petit à petit, au fur et à mesure que je voyais les bandes annonces, que je glanais des informations sur les différents techniciens qui ont œuvré sur le film, c'est vrai que mon intérêt était remonté. Et franchement, en plus, les bandes annonces m'avaient véritablement scotché. Donc, voilà, moi j'ai pris une sacrée claque à la vision là, de cette guerre des rois Érim. Visuellement, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est du génie. Les paysages, les décors, c'est magnifique. Certes, c'est de la 2D, mais voilà, par moment, il y a des effets de profondeur dans l'image. Donc, il y a des éléments numériques, bien évidemment, mais qui fait que c'est de toute beauté. Franchement, il y a certains plans qui étaient pas loin d'être photoréalistes. Hein. Donc, c'était, voilà, visuellement, c'est vraiment un film à voir au cinéma. Si vous voulez apprécier toute la richesse là, la richesse de cette représentation là, de l'univers de la Terre du Milieu. Après, ce qui m'a gêné, mais ça je m'y attendais, c'est la caractérisation des personnages qui est vraiment un ton en dessous. Hein. Les personnages ils tranchent même avec les environnements dans lesquels ils évoluent. Hein. Ça, c'est vrai que ils auraient pu faire un effort un peu plus important sur cette représentation des personnages qui fait du coup vraiment un peu trop sommaire. Pareil, dans les petits points irritants, l'animation au niveau des personnages, au niveau des chevaux, au niveau de... Voilà. Ça, c'est des choses qui auraient pu être un petit peu améliorées, mais après, il faut aussi recontextualiser. C'est un budget à 30 millions de dollars, voilà, cette guerre des rois Érim. C'est pas un budget à 200 ou 250 millions de dollars, comme on peut être habitué avec une production Disney ou autre. Voilà, c'est une petite production. Donc, je trouve que, finalement, avec un budget comme celui-ci, ils ont fait quand même un travail de ouf. Voilà, moi, cette représentation là, de la Terre du Milieu et en tout cas plus spécifiquement là, du Rohan, je l'ai trouvé magnifique. En plus, pour ceux qui ont lu l'histoire là, de Helm dans les Apanis là, du Seigneur des Anneaux, c'est quand même ultra fidèle. Hein, ultra fidèle. C'est vrai que voilà, pas mal de gens gueulaient parce que à cause du wokisme, encore une fois, on mettait en avant un personnage féminin qui n'existe pas forcément dans les écrits de Tolkien. Ça, c'est pas totalement vrai, parce que c'est vrai que dans les Apadis, hein, il est quand même écrit que le roi Helm avait 2 fils et une fille. Hein, donc, voilà, moi, globalement, je me suis amusé même à relire, après mon visionnage du film, toute cette partie consacrée à Helm dans les Apadis de Tolkien. Et globalement, à quelques détails près, c'est une adaptation qui est ultra fidèle des écrits là, de Tolkien. Et même si, effectivement, le personnage d'Hera est... voilà, et sans doute et plus développé parce que effectivement Tolkien lui n'y fait pas forcément référence. Il n'y a rien de choquant. Il y a quelque part, il y a l'histoire de Helm dans les Apanis, c'est 4-5 pages, donc il y a plein de zones d'ombre. Hein, les événements sont survolés, donc franchement, j'ai trouvé que c'était une super adaptation des écrits là, de Tolkien. Hein, et franchement, là où ils ont innové, ça m'a pas choqué. J'ai trouvé que c'était fait de manière intelligente. Ce que j'ai apprécié dans cette adaptation,
C'est et c'est aussi sans doute d'ailleurs ce qui va malheureusement nuire au succès de ce film, hein, c'est que c'est un film qui n'est pas forcément, grand public, hein. C'est un film qui est très souvent relativement violent, hein. Il y a énormément de scènes quand même assez violentes, assez choquantes, hem et ça nous est montré à l'écran, hem et pas forcément hors champ comme, on aurait pu s'y attendre dans ce type de production. Donc c'est vraiment un film d'animation qui est ouvertement quand même, adolescent et adulte, hein, et pas très orienté enfant et malheureusement ça, c'est sans doute ce qui risque de nuire à son succès, hein. C'est pas un film familial, hein, cette guerre des Rohirrim. J'ai trouvé que globalement, bah, les personnages, ils étaient plutôt bien caractérisés. Mention spéciale, bon, à Helm que j'ai trouvé excellent. Moi, je suis un fan de David Gemmell, hein, et bien sûr de Dross la légende. Bah, merde, j'ai l'impression d'avoir fait un film sur Dross la légende, hein. Helm, visuellement, c'est quasiment l'idée que moi j'aurais pu me faire de Dross la légende dans le roman Légende de David Gemmell, hein. C'est incroyable. Que ce soit la corpulence, visuellement ou même, dans sa caractérisation, j'ai l'impression d'avoir vu Dross la légende, au cinéma. Donc ça, c'était vraiment voilà, c'était vraiment top. Après, je trouvais que globalement, il y avait pas de fausses notes, au niveau des autres personnages, hein. Même voilà, que ce soit Hera, ses frangins ou même, les antagonistes. Je sais que dans les critiques que j'ai pu entendre ici ou là, alors voilà, j'avais fait l'effort, de me tenir complètement à l'écart là des premières critiques presse ou YouTube, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir le voir en avant-première. Donc j'étais voilà, vierge de toute critique, donc j'ai pu savourer ce spectacle, voilà, sans a priori et franchement, je suis ressorti de ma séance, mais avec franchement la banane et je me prêtais même à rêver que si le succès étant, il préfère il pourrait adapter d'autres, petites histoires, heu, telles qu'elles sont, évoquées là dans ces Abanis. Franchement, j'ai trouvé ça très, très cool et après effectivement, rétrospectivement, je suis quand même allé voir un petit peu ce qui se disait ici ou là et j'ai vu des critiques, franchement, ouais, du pinaillage, hein, c'est vrai que j'ai du mal parfois à comprendre, comment voilà, on peut pinailler sur un film comme celui-ci. Heu, alors certes, voilà, c'est pas un film qui est parfait, hein, et c'est un film qui malheureusement pâtit aussi, de son budget et de son délai de production qui a été, je crois, quand même, pas si important que ça. Mais globalement, voilà, j'ai pas trouvé de facilité scénaristique. J'ai trouvé que c'était un récit qui était ultra fidèle aux écrits de Tolkien. Voilà, ce qui a été ajouté, franchement, n'est voilà, est cohérent avec le récit. Hem, le parcours initiatique du personnage principal, et ben, franchement, il tient la route. Les scènes d'action, elles sont intéressantes. Certes, comme je l'ai dit, il y a un problème au niveau de parfois au niveau de l'animation des personnages. Et effectivement, il manque parfois un petit peu d'ampleur, au niveau des batailles. C'est vrai que parfois on a le sentiment que ce sont, voilà, heu, il y a pas beaucoup de personnages à l'écran en même temps et c'est vrai que quand on regarde les films de Peter Jackson, parfois on avait des milliers et des milliers de personnages à l'écran. Là, parfois c'est quelques dizaines, et c'est vrai qu'on a du mal des fois à ressentir, l'ampleur de la bataille puisque on n'a pas forcément beaucoup de personnages qui figurent sur un même plan. Donc voilà, voilà, il manquait peut-être, cette dimension-là, un peu plus une meilleure caractérisation des batailles, un peu plus, voilà, de grandiose au niveau des batailles, au niveau des armées. Mais voilà, franchement, j'ai trouvé que le film
Il a duré 2h10. Moi, j'aurais aimé qu'il dure 3 heures. J'étais à fond dedans. Et c'est surtout que voilà, c'est un film qui fait honneur à son matériau d'origine, qui ne le trahit pas. La musique, elle reprend bien sûr des thèmes qu'on avait eu l'occasion d'entendre dans les deux tours. Hein. On joue sur sur les différents thèmes du roman, mais voilà, j'ai trouvé la musique qui était magnifique. Franchement, j'ai pris un pied d'enfer avec cette guerre des Rohirrim. Et je suis malheureux à l'idée de voir que ce film a l'air quand même de se viander un petit peu partout, et notamment aux États-Unis. Hein. Je crois qu'en avant-première, il a fait un gros four. Hein. Je crois qu'il a fait 650 000 $. Donc c'est une estimation là, de premier week-end aux États-Unis qui serait de l'ordre de peut-être de 5-6 millions de dollars au box-office, ce qui est catastrophique. Hein. Là, on est sur une estimation là, de box-office aux États-Unis de l'ordre de peut-être 15 millions de dollars, et encore. Alors le film a un petit budget, mais il risque de peut-être même pas se rentabiliser. C'est juste incroyable. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, ça permettait d'explorer un peu plus l'histoire là, de ce peuple de Rohan qui est hyper intéressant. Hein. Donc le peuple de Rohan, c'est dans l'esprit de Tolkien, c'était un petit peu, on va dire, un mix entre... c'est à la fois... On va dire, c'est en gros le peuple de Rohan, c'est comme si vous faisiez l'amalgame entre les peuples, on va dire, anglo-saxons, du bas Moyen-Âge, hein, tel qu'on pouvait l'avoir en Grande-Bretagne. Hein. En tout cas, pour la caractérisation visuelle, hein, les armures, même dans les écrits de Tolkien, hein, par rapport au nom que pouvaient avoir les différents protagonistes du roman. On se rapproche du vieil anglais. Donc, en tout cas, dans l'esprit de Tolkien, le roman, c'était vraiment ces peuples anglo-saxons que l'on retrouvait en Grande-Bretagne entre l'an 600 et avant les invasions là, des Normands en l'an 1066 notamment. Et également l'amalgame avec toutes ces tribus un petit peu de type nomade, de type les Huns ou Mongols. Donc voilà, c'est les Rohans là, de cette terre du milieu. Voilà, c'était un peuple, on va dire, plus ou moins là, de nomades. Leur langage, c'était essentiellement un langage oral. Ils ne pratiquaient pas l'écriture. Mais par contre, dans leur culture, on se rapproche vraiment là, de ces peuples anglo-saxons qui vivaient en Grande-Bretagne avant les invasions des Normands. Hein. Donc, on va dire, on est sur une culture, on va dire, en gros, germanique, avec ces anglo-germaniques. C'est rohanais. Contrairement à leurs ennemis dans ce film, qui sont les Dunendings, hein, qui selon Tolkien, ce sont, on va dire, dans notre histoire à nous, ça pourrait correspondre au peuple originaire de Grande-Bretagne avant les invasions des Angles et des Saxons, justement. Ça pourrait correspondre aux peuples primitifs celtiques tels qu'on pouvait les avoir en Grande-Bretagne. Et puis après, à côté de ça, on a ce peuple gondorien qui, lui, selon Tolkien, ça apparenterait plus à, on va dire, la Rome antique ou éventuellement Byzance. Mais voilà, pour contextualiser, Gondor, c'est plus, on va dire, quelque part, un mix entre Rome et Byzance. Le Rohan, c'est en gros les anglo-saxons tels qu'on pouvait les avoir dans le bas Moyen-Âge en Grande-Bretagne avant les invasions normandes, mais avec cette particularité que dans l'univers de la Terre du Milieu, c'est plutôt à la base des peuples nomades avec un langage, avec une culture essentiellement orale. Hein.
Et ces Dunlandings, hein, ces Dunlandais qui vivent au pays de Dain, et ben eux, ben, ce sont plutôt ben, voilà, des tribus, on va dire, proto-celtiques. Enfin voilà, peuple plus ou moins sauvage, hein, alors, pour localiser dans l'espace, il y a une grande chaîne de montagnes qui traverse la Terre du Milieu, hein. Ce sont les monts Brumeux. C'est là où on retrouve bah, notamment la Moria, hein. Et au sud de cette chaîne de montagnes, eh ben, c'est le pays des Rohirrim, hein, le Rohan. Donc à l'est de ces monts brumeux, eh ben, on retrouve la forêt noire, hein, et c'est le pays, on va dire, un peu plus au nord, le pays, on va dire, d'origine des Rohirrim. Et du côté ouest, hein, occidental, on a le pays de Dain. Donc le pays de Dain, voilà, géographiquement, ça se trouve au nord-ouest du Rohan. Et le Gondor, lui, se situe complètement à l'est du Rohan. Donc voilà, moi j'ai vraiment ultra kiffé moi cette guerre de Rohirrim. Donc moi je vous le recommande à 200%. N'écoutez pas les critiques des pinailleurs que vous pouvez entendre sur le net, hein. Enfin, on a l'impression que là maintenant, c'est soit un film, c'est un chef-d'œuvre, soit c'est le dernier des étrons, mais il n'y a pas d'entre-deux. Moi, un film d'animation qui traite sérieusement son sujet, qui adopte un parti pris quand même adulte, qui est voilà, qui est ultra respectueux là, de son œuvre d'origine, euh, et en plus qui restitue de manière admirable l'univers artistique du Seigneur des Anneaux. Voilà, moi, je peux que soutenir ce projet-là. Encore une fois, voilà, les seules petites réticences, c'est que techniquement, sur l'animation des personnages, l'aspect graphique des personnages, ça aurait pu être un peu plus intéressant. Il y aurait pu avoir, allez, un peu plus de dimension d'épique s'il y avait parfois dans certaines scènes de bataille un peu plus de personnages à l'écran. Mais globalement, je trouvais que le film était ultra riche. Voilà, il permet de pouvoir voir, voilà, il y a tout, voilà, on voit des orques, on voit des olifants, on voit un guetteur, enfin, on voit, voilà, il y a un travail qui est énorme qui est fait au niveau, voilà, des différentes créatures qui peuplent la Terre du Milieu. C'est un film qui se conclut d'une manière qui est ultra satisfaisante, avec une fin qui pourrait être ouverte sur d'autres péripéties. Donc ça, je ne vais pas le dévoiler, mais et j'ai trouvé en plus que, en tout cas, pour ce qui concerne la ligne narrative de Elle-même Marteau, bah voilà, c'est juste excellent, hein. Et encore une fois, c'est quasiment, c'est ultra fidèle par rapport à ce que l'on retrouve dans les Apanis là, de Tolkien, hein. C'est ça qui est fort, hein. Je trouve que. Puis moi, encore une fois, voilà, voilà, Elle-même Marteau, j'ai l'impression d'avoir vu Dross la légende, hein, et certes, malheureusement, je pense que on n'aura jamais l'adaptation là, de Légende de David Gemmell, mais finalement, là, cette guerre des Rohirrim, c'est en quelque sorte, c'est pas une adaptation non officielle de Légende, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir vu Dross littéralement au cinéma, et ça, c'était vraiment excellent. Donc, je vous recommande cette guerre des Rohirrim. C'est une petite pépite. C'est voilà, un film à découvrir véritablement au cinéma. Si vous le découvrez dans quelques semaines ou quelques mois à la télé, vous allez perdre énormément. Franchement, vous perdrez énormément. Au cinéma, cette ampleur, ces visuels incroyables, c'était vraiment dingue, hein. Et du coup, ça faisait... voilà, quelque part, ça, voilà, tous les petits défauts qu'il pouvait y avoir, notamment au niveau des personnages, c'était quand même gommé parce que visuellement, il y avait tellement de richesse à l'écran que voilà, ça aurait pu être plus joli pour les personnages, mais voilà, les paysages sont tellement jolis, la musique elle est tellement belle que certes, voilà, le film ne coche
pas toutes les cases, on va dire, de la réussite, mais il en coche suffisamment pour que ça en fasse un bon grand film. Donc, écoutez, allez voir cette guerre d'Heroic Rim, soutenez ce projet. Sinon, ça va faire comme pour Mars Express ou comme d'autres projets qui étaient hyper intéressants. Ça fera un four et puis derrière, on va se retaper des Moana 2, des vice-versa 3 et alors c'est vrai que c'est le paradoxe, c'est que malheureusement, il y a cette idée que les films d'animation, c'est que pour les drôles ou que pour des familles, hein. Mais ça peut aussi être intéressant. On l'a vu que sur les plateformes de streaming, il y a parfois des projets qui peuvent être orientés vers les adultes. Et ça fonctionne, hein, comme Arcane ou d'autres, hein. Donc, et au cinéma, étonnamment, dès qu'il y a un projet comme ça, qui a un parti pris très, très mature, hop, il se fait sabrer. Ceux qui devraient le soutenir, ils pinaillent, ils le défoncent. Et enfin, ça, j'ai du mal à comprendre. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes allé voir ce film, si vous l'avez kiffé, si vous l'avez détesté, s'il y a des choses que vous auriez aimé voir portées différemment à l'écran. En tout cas, voilà, moi, j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai ultra kiffé et j'espère qu'il aura un succès suffisamment confortable pour qu'on puisse envisager la transposition d'un nouveau récit de cette manière-là. Franchement, moi, j'achète, hein. Moi, des films comme ça, je pourrais aller en voir tous les mois, hein. Écoutez, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.